avant de me présenter Corentin. Donc je suis Isabelle Azoulay, je viens du monde de la finance, donc pas grand-chose à voir avec ce que vous faites. Mais l'éducation, c'est vraiment ma passion, et surtout l'éducation qui n'est pas dans le sens standard traditionnel. Pour l'appeler disruptive, un des mots préférés de mon mari, que Corentin connaît très bien. Donc c'est pour ça que j'ai choisi de travailler avec 42 sur, entre autres, les Speak Arounds, pour vous présenter des amis, des gens de mon network, pour qu'ils puissent vous parler d'eux-mêmes, de leur expérience, de leurs industries, pour peut-être vous donner les idées, pour vous parler de leur parcours, qui sont plus ou moins faciles, pour vous motiver et pour être des contacts et un network pour vous. Donc il y a plein d'idées derrière ces Speaker Rounds, et ce qui est le plus important, c'est qu'il faut que ce soit vraiment très interactif. Donc Corentin va vous parler de lui-même, de son parcours, mais je compte sur vous pour aussi vraiment rentrer dans le débat avec lui, parce qu'il est là justement pour vous donner son temps et vous donner l'opportunité de discuter avec lui. Donc Corentin, on se connaît depuis quand même quelques années déjà, autour de notre table de cuisine, où Corentin et mon mari ont commencé à travailler sur un business plan pour Widget, il y a 7 ans 6 ans En 2007. Ouais. 2000, ouais. Et donc, ils ont commencé ensemble dans notre cuisine. Aujourd'hui, Corentin est CEO de Widget. Alexandre, dont je parle à chaque fois que je viens, finira par venir aussi. Vous allez le rencontrer un jour. Mais pour l'instant, c'est généralement les CEO des boîtes avec lesquelles il a commencé à travailler. Donc, Corentin vous parlera de son parcours, de la boîte Widget. Et puis, encore une fois, surtout, il faut que ce soit bien interactif. Cool. Merci. D'abord, merci de m'avoir proposé cette opportunité. Je suis assez fier et content de me retrouver devant vous, parce que je suis un peu comme vous. Je ne sais pas si vous appelez des geeks entre vous, mais moi, je m'estime être un geek parce que je suis passé par une école d'ingénieur et j'étais voué à faire de l'informatique toute ma vie. Et je me retrouve là où je suis aujourd'hui. Enfin, vous verrez au long de mon parcours, je re-rentre quand même dans l'informatique. Il y a un moment où on retourne aux sources. Ce que je vous propose, c'est que je vais vraiment raconter un peu ma vie. Donc, si vous voulez m'arrêter à des moments, n'hésitez pas. Surtout que je suis assez passionné par ce que j'ai fait et j'en changerai pour rien au monde. Donc n'hésitez pas à m'arrêter, me poser des questions quand il y a la moindre interrogation. Et comme ça, ce sera un peu plus interactif. Si tu es OK, est-ce que tu peux me dire quand ça fait 25 minutes, comme ça on arrêtera, sinon je ne m'arrêterai pas. Je sais que je serais capable de parler de 2 heures de mon parcours. Après un bac, alors moi j'ai fait un bac S, j'ai toujours été un peu passionné d'informatique. J'avais une TI 92 en terminale S et je faisais des petits programmes, des serpents et autres sur ma calculette. J'ai toujours adoré ça. Et en fait, j'étais en première et mon père me disait, voilà, il était responsable de l'exploitation d'un entrepôt qui faisait du surgelé. Et il me disait, on gère des tournées de camions. En fait, c'est un entrepôt qui stocke tout le surgelé de Lidl, Carrefour, Aldi, et qui ensuite le redispatche dans chaque magasin. Et il me disait, c'est marrant, on gère tous nos plannings à la main, etc. Et je me suis dit, mais on doit pouvoir faire un logiciel pour gérer ça. Et si tu veux, je m'y jette. Et donc, on a commencé, j'ai travaillé avec lui en première. Je passais toutes mes nuits en fait, à bosser sur ce logiciel-là. Je le développais en Visual Basic à l'époque. Et je connaissais rien du tout en développement, si ce n'est que j'avais toujours un peu bidouillé moi-même. Et j'ai commencé à développer le logiciel, etc. Et je crois que ça a pris 1 an et demi, on est allé le présenter à son boss. Et en lui disant, voilà, on a créé ce logiciel-là, est-ce que ça vous intéresse ? Sachant qu'on avait un petit peu travaillé avec tous les salariés pour leur demander ce qu'ils voulaient, comment ils souhaitaient travailler, etc. Et le gars a dit, ah non, on ne veut pas, etc. etc. Donc, du coup, je suis allé voir les salariés, je leur ai dit, voilà, est-ce que vous, c'est un logiciel qui vous intéresse ? Est-ce que c'est quelque chose que vous aimeriez faire ? Et puis, on a tous les salariés qui ont dit, mais c'est top, c'est excellent, on aimerait trop avoir le truc. Et ils sont allés en parler au boss. Et le boss, quelques jours après, est revenu me voir en me disant, finalement, ton logiciel, on va le prendre et on va l'acheter. Et en fait, ça a été mon premier projet que j'ai lancé. C'était juste avant le bac, en fait, ce qui fait que j'ai peu révisé le bac, d'ailleurs. Et du coup, j'ai vendu mon premier logiciel à ce moment-là. Alors, j'avais été payé en notes de frais. Mon père faisait des notes de frais kilométriques. Donc, je n'avais pas gagné beaucoup, mais en tout cas, c'était ma première fierté d'avoir pu développer ce logiciel-là. Et en fin de terminale, du coup, je me suis dit, mais finalement, c'est un peu ce que je veux faire.
je me vois pas du tout. Alors j'avais pas les trop mauvaises notes, j'ai quand même eu une mention bien au bac, mais je me voyais pas du tout faire une prépa comme tous mes potes, et puis aller en grande école d'ingénieur, et puis faire ça. Je me voyais plutôt faire des choses un peu concrètes, comme je crois que vous faites aujourd'hui. Et donc je me suis plutôt orienté vers une école post-bac, et je suis allé à l'INSA. Je sais pas si vous connaissez, c'est une école d'ingénieurs, et sur lequel en fait il y a une option informatique qui est quand même assez reconnue. Donc je me suis dit pourquoi pas. Et donc j'avais postulé pour l'INSA. Étant donné que j'avais beaucoup travaillé sur mon logiciel, j'avais pas beaucoup révisé le bac. Du coup, j'ai eu 14,07, donc tout juste la mention bien. Sauf que pour aller à l'INSA, il fallait un peu plus que la mention bien, voire la mention très bien. Et donc du coup, en juillet, au moment des sélections, j'apprends que je suis finalement pas pris à l'INSA. Donc je me dis, bon bah tant pis, j'irai en prépa. Je pense que j'aurais été très très mauvais si j'étais allé en prépa. Et finalement, début août, on me rappelle et on me dit écoutez, il y a une liste d'attente qui vient de se créer et donc vous êtes potentiellement pris. Et j'ai passé, je crois, mes pires vacances de mois d'août parce que pendant 3 semaines, j'allais voir sur le site web tous les jours et je regardais mon classement qui montait. Mais bon, il fallait encore un paquet de temps. Je pense que mes parents ont aussi passé leurs pires vacances parce qu'ils allaient voir avant moi tous les matins et regardaient le classement qui montait. Et puis, je pense que ça devait être parmi les derniers jours, aux alentours du 25 août. On m'appelle, avant même que j'aille voir le site internet parce que j'y croyais plus. On m'appelle et on me dit écoutez, vous avez une place pour vous, est-ce que vous êtes intéressé? Alors bien sûr, j'ai dit oui. Et donc je suis parti pour l'INSA et je pense que c'était une de mes chances parce qu'en prépa, j'aurais été très très nul. Donc voilà, donc j'ai fait 5 ans ensuite à l'INSA. Pendant mes 5 ans, j'ai fait pas mal d'associatifs. En fait, j'allais pas beaucoup en cours. J'ai fait l'option informatique, on était 120. Et en fait, on était 119 parce que j'allais jamais en cours. Et parce que je préférais finalement en fait, tout ce qui était associatif, création de projets, etc. Bon, j'allais quand même au TP, donc j'ai quand même pas mal suivi des choses en informatique. Et puis le week-end, j'allais faire de la chute libre régulièrement. Donc en fait, l'idée, c'est qu'on monte dans un avion à 4000 mètres, on saute de l'avion avec un parachute, et on ouvre le parachute à 1000 mètres du sol. Et... mais essayez, ceux qui n'ont pas eu l'occasion de le faire, essayez, c'est assez marrant. En tout cas, c'est une bonne montée d'adrénaline. Et le problème, c'est que ça coûte cher. Et mes parents me donnaient 400 € par mois, ce qui ne permettait pas du tout de payer. Ça me permettait de me payer ma bouffe et mon loyer, mais pas du tout la chute libre. Et donc, du coup, je faisais un week-end sur 2. Un week-end, je développais des trucs et je les vendais. Et un week-end, je faisais de la chute libre. Et en fait, alors ma mère me disait, tu jettes l'argent par les fenêtres. Et c'est un peu ça, c'est un peu l'idée. C'était un peu ça, mais bon, ça me plaisait bien. Et à la fin de l'INSA, donc après 5 ans d'école, j'avais la possibilité soit d'aller travailler dans une SS2I, parce qu'en sortant de l'INSA, on a plein de propositions de postes, soit éventuellement, j'avais un fou furieux qui avait inventé un système de RFID pour détecter les bagages dans un aéroport. Et le problème, c'est que c'était un ingénieur fou et il avait fait 1000 business plans autour de cette idée, il n'avait jamais créé une. Donc je me suis dit, si je vais avec lui, on va jamais lancer quelque chose. Soit éventuellement, j'avais la possibilité de faire un master à côté, sauf que je ne me voyais pas encore sur les bancs de l'école, donc il fallait que ce soit un master un peu concret, un truc un peu sur lequel on allait vraiment travailler sur des projets, comme vous faites aujourd'hui. Et donc j'ai du coup intégré le master HEC Entrepreneur, qui en fait, on n'a quasiment pas de cours comme vous, là aujourd'hui, on fait que des projets. De 1 ou 2 mois avec des entrepreneurs qui amènent des idées et on travaille ensemble en groupe de 3-4. Et donc j'ai été... Excuse-moi une seconde, mais je crois qu'il y a un partenariat qui est en train de se mettre en place avec HEC Entrepreneurs et 42. Vous êtes au courant? C'est en cours. Est-ce que certains d'entre vous, vous êtes déjà allés ou pas encore? HEC Entrepreneurs. Si vous voulez parler à quelqu'un. Ceux qui sont pris, j'ai pas compris. Ah d'accord, qui sont déjà? D'accord. Ah c'est bien. Ouais. D'accord. Bah, en tout cas, moi, si vous avez l'opportunité, si c'est une envie qui vous vient, je vous le conseille. Et là encore, alors pour la petite histoire, là encore, en fait, l'histoire, c'est que donc j'avais plein d'opportunités, dont une chez Amadeus. Je ne sais pas si vous connaissez Amadeus, c'est
C'est le système d'information qui gère tous les aéroports, enfin pas les aéroports, pardon, toutes les compagnies aériennes. Genre quand vous réservez un billet chez Air France, vous passez par le système d'Amadeus. Donc c'est une énorme boîte mondiale qui est le leader en fait mondial de ce qu'on appelle les GDS. Et je sais plus ce que ça veut dire GDS, mais en gros, voilà, global. Ouais, ouais. C'était pour voir si tu suivais. Merci. Qui a dit ça? Ah ouais. Et une femme en plus. En plus. Ah ouais, bah voilà. Donc c'est le système que tous les gens dans le tourisme utilisent pour acheter des billets d'avion, acheter des billets de train, etc. Et donc j'avais un poste chez eux. Et pourquoi j'avais postulé chez eux et chez d'autres, c'est parce qu'en fait, à HEC, j'avais pas été pris. Pourquoi, je sais pas, mais je devais pas être encore le bon élève pour HEC Entrepreneur. Et donc du coup, j'avais entre autres postulé chez Amadeus. Et un jour, la personne qui était chez Amadeus m'appelle et me dit, bon bah voilà, demain vous allez avoir un entretien. Donc on va faire une préparation à l'entretien. Et puis voilà, et donc je lui dis, bon, et combien, quel est le salaire, etc. Elle dit, attendez, je vais aller chercher la grille de salaire. Et elle part, donc elle quitte le téléphone, on était au téléphone, elle quitte. Et là, à ce moment-là, je reçois un double appel et je reconnais que c'est HEC. Du coup, je switch de l'un à l'autre et je prends la dame d'HEC qui m'appelle, donc qui était en fait l'assistante, et qui me dit, bon écoutez, il y a une place qui s'est libérée, est-ce que vous voulez venir? Et alors là, je ne savais plus trop parce que j'étais en train de... Entre Amadeus et HEC, donc je ne savais plus trop. Et je dis, bah écoutez, est-ce que je peux vous donner... On était jeudi soir, est-ce que je peux vous donner la réponse lundi? Sachant que j'avais mon entretien le lendemain chez Amadeus. Puis je raccroche. J'étais assez persuadé d'aller chez HEC quand même. Et je reprends la dame d'Amadeus qui cherchait encore sa grille de salaire. Puis qui revient, puis on discute. Le lendemain, je vais chez Amadeus. Donc alors c'est top quand on a un poste potentiel chez Amadeus. Ils vous payent le billet d'avion en business. Enfin, c'était de Paris à Marseille, donc c'était pas le gros truc, mais c'était quand même en Paris-Nice d'ailleurs. J'avais jamais volé en business avant, mais c'est juste qu'il n'y a personne à votre droite ou à votre gauche, c'est pas grand-chose. Ensuite, il y a un chauffeur avec un taxi qui vous amène, enfin un chauffeur qui vous amène jusqu'à Amadeus. Les locaux sont juste dingues, c'est énorme. Et puis il fait super beau, c'est à Sophia Antipolis. On vous offre un super déjeuner, un bon déj, etc. Vous avez plein de rendez-vous super avec des mecs super. Et puis moi, je me suis dit, bon, si je voulais aller chez Amadeus, c'était à la fois pour développer, mais rapidement, je voulais être chef de projet. Et donc, c'est ce que je dis à la dame, et elle me dit, ah mais non, mais par contre, pour être chef de projet, il faut au moins 5-6 ans. Je dis, ouais, enfin 5-6 ans, moi, je me vois pas. Et puis non, puis c'était chef de projet junior, d'ailleurs. Je me dis, bah non, enfin, moi, j'aimerais bien être avant. Et là, elle me dit, bah écoutez, non, c'est pas possible. Je dis, bah non, bah alors, moi, pensant à HEC, je dis, bah écoutez, c'est pas possible non plus. Et alors à ce moment-là, je me lève et je m'en vais. Et elle me dit, non, mais attendez, revenez. Et donc je me rassois. Et elle me dit, mais si vous voulez, on peut peut-être au moins discuter sur le salaire, si vous voulez. Parce que bon, on a des grilles, mais on peut augmenter. Et donc pour la petite histoire, on a un peu négocié, du coup, je m'amusais à négocier. Et j'ai augmenté de 10 000 € mon salaire potentiel, qui était déjà super élevé. Et je crois qu'à l'époque, c'était 45, j'étais passé à 55 000 € donc pour être développeur chez Amadeus. Finalement, je n'ai pas pris l'offre. Voilà. Enfin, tout ça pour dire que je l'aurais clairement jamais fait si je voulais aller chez eux, et j'aurais eu tort parce que j'aurais perdu 10 000 € en gros. Donc finalement je vais à HEC, j'arrive en septembre. Alors je me sens un peu petit parce que je sais que je suis pris sur les attentes et que tous les autres ils n'ont pas été pris sur les attentes, donc forcément ils sont meilleurs que moi. Et puis arrive l'heure du premier projet, qui est le projet de création d'entreprise. Le principe est simple, c'est que un apporteur de projet, ça pourrait même être vous, si vous avez une idée d'un projet. Vous amenez le projet à HEC, 3 étudiants gratuitement bossent pour vous pendant 1 mois et demi. Quand ils bossent 1 mois et demi, c'est l'équivalent de 5-6 mois parce que les mecs, ils bossent jour et nuit. Et puis, ils ont des contacts, etc. Et puis, on travaille à développer le projet, à créer un business plan. Je ne sais pas si vous avez un business plan. L'idée, c'est de créer l'histoire de l'entreprise, grosso modo, à la fois sur les chiffres, sur le développement, etc. Et puis, et voilà. Et donc, l'idée, c'est de le faire de manière un peu pédagogique. Et donc, c'est là que je rencontre Alexandre Azoulay, qui est le mari d'Isabelle, qui amène un projet qui dit, on est en 2007, donc à l'époque, c'était 2007, il y a des nouveaux avions, des nouveaux jets privés qui s'appellent les Very Light Jets, donc c'est des petits avions qui viennent d'être certifiés aux États-Unis. C'est des avions qui sont vraiment pas chers par rapport à la moyenne des avions, qui sont peu chers à l'exploitation, peu chers à l'achat et qui pourront révolutionner le jet privé. Donc il y a forcément un truc à faire autour de ça, il faut qu'on y réfléchisse.
Et du coup, moi je me dis, ce projet-là, j'adore parce qu'en plus, bon, je faisais de la chute libre, j'ai toujours été un peu passionné d'avion, je pilotais pas, mais je faisais du flight simulator. C'est pareil. Et, et donc, du coup, je me dis, j'aimerais bien avoir ce projet-là. Sauf qu'évidemment, donc on est 90 dans la promo, il y avait 30 projets. On était quasiment la moitié à vouloir ce projet-là parce que le jet privé, forcément, ça fait un peu rêver. Donc on mettait sur une fiche nos préférences, nos 3 préférences. Et moi, je mets sur la fiche détenteur d'un brevet aéronautique. Ce qui était un peu vrai, mais pas trop vrai. C'est-à-dire qu'en fait, je crois qu'il le sait. Mais j'espère qu'il ne le regrette pas, en tout cas. Et en fait, alors j'ai menti sans mentir, parce que j'avais le brevet d'initiation aéronautique. C'est un truc où en fait, on apprend des cours et on passe un QCM avec 20 questions, qui n'est pas très dur, à la portée de tout le monde. Mais toujours est-il que moi, j'avais ça. Et donc, par chance, je ne sais pas ou pas, mais en tout cas, je suis choisi sur ce projet-là. Donc, on est 3 à être mis sur ce projet-là. Et on démarre. Et on se dit, finalement, je regarde le premier jour du projet, on regarde et je tape jet privé sur Internet. Et là, je vois des trucs, mais des sociétés, mais c'est très flou. On ne sait pas combien ça coûte, on ne sait pas quel type d'avion, on ne sait pas comment ça marche, on ne sait pas qui il faut appeler. On a l'impression que c'est un truc super cher. Donc je me dis, mais il y a peut-être un truc à faire et de rendre le service beaucoup, beaucoup plus accessible. Et donc on réfléchit avec Alexandre, on se dit, mais pourquoi pas casser complètement l'idée qu'on a du jet privé et le rendre comme un service très, très accessible et facile d'utilisation. Et donc, on travaille pendant 1 mois et demi sur le projet. Et durant le mois et demi, en fait, on a on a un peu des présentations là, comme je fais là. Et on a des gens face à des investisseurs, face à des banquiers. Et puis, on a quelques-uns qui nous disent, mais votre projet, c'est top, on a envie d'investir dedans. On se dit, waouh, c'est cool. Et donc, Alex, à la fin du projet, me dit, est-ce que ça vous dit de continuer? Donc il y en était 3. Il y en a une qui dit non, c'était une vraie HEC, donc qui était vouée à aller en banque, etc. Et un autre qui a fait Télécom Paris et qui dit moi pourquoi pas aussi, je veux continuer. Et puis donc voilà. Donc nous voilà partis pour l'aventure à 3 pour monter une compagnie aérienne de jet privé. Donc on continue à travailler sur le projet. Forcément, l'idée qu'on a quand on dit un jet privé, il faut de l'argent pour acheter l'avion. Donc, il faut trouver des investisseurs pour lever des fonds. À l'époque, donc l'idée, c'était qu'on voulait lever 2 millions d'euros. Enfin, un peu moins, 1,5 million, je crois, quelque chose comme ça. Sauf qu'à l'époque, 1,5 million, quand on est... Alors, je ne sais pas pour vous, mais moi, à l'époque, en tant qu'ingénieur, 1,5 million, je connaissais les 10 plus 9, 10 moins 10 de la chimie, de la gravité, de trucs, mais 1,5 million d'euros, je ne sais même pas ce que c'est. Je n'imagine même pas ce que c'est. Je devais avoir 500 euros sur mon compte. Et encore, je crois que j'ai toujours été plus ou moins à découvert. Donc 1,5 million, ça paraît énorme. Et on avance sur le projet. Et à peine 4-5 mois après, en janvier, en fait, c'était donc, effectivement, on a démarré en septembre 2007. En janvier 2008, on a 2 fonds d'investissement. Pareil, fonds d'investissement, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était du tout. Et heureusement, donc Alex, lui, était déjà assez proche de tout ce milieu-là, etc. Et on rencontre ces fonds d'investissement-là. En plus, c'était super classe parce que c'était rue Royale, proche de la Concorde. Alors moi, provincial qui venait de Lyon, waouh, rue Royale, proche de la Concorde, c'était quand même classe. Qui nous dit, voilà, nous, on est prêt à mettre 2 millions d'euros. Du bois, ouais. Ok. Quelques temps après, un deuxième fonds nous dit, ok, on met 2 millions d'euros aussi. Donc on se retrouvait 4 mois après le début du projet avec 4 millions d'euros potentiellement sur un compte pour pouvoir acheter un avion, pour pouvoir démarrer, etc. Et donc là, c'est assez dingue. Encore une fois, j'imaginais moi avec mes 500 euros sur mon compte en banque. C'était assez fou. Et puis on avance comme ça. On continue, on discute avec eux. Et puis 2-3 semaines après, un des gars nous dit finalement, on ne va pas vous suivre, on ne peut pas. On dit bon, c'est pas grave, il nous reste 2 millions d'euros. Quelques temps après, peut-être une semaine après, l'autre gars nous dit finalement on peut pas, on va pas vous suivre. Bon, finalement on repart à zéro et donc on continue à rencontrer plein de fonds d'investissement, etc. Évidemment, la plupart nous disent, vous imaginez un peu, moi j'avais 23 ans à l'époque, peut-être 24, j'étais entre mes 23 et 24 ans. Alexandre lui
35 ans, et les gars nous regardaient à chaque fois, nous disaient mais vous connaissez des choses à l'aéronautique? Alors moi je disais pas que j'avais mon brevet d'initiation en aéronautique, j'avais l'air un peu ridicule. Et puis alors pour la petite histoire, Alexandre, mon associé, alors peut-être vous le savez pas, mais en tout cas il y a des pédales dans l'avion. Donc Alexandre, mon associé, ne savait pas qu'il y avait des pédales dans l'avion. Donc on était en fait un peu tous les deux à ne rien connaître à l'aviation, à vouloir créer une compagnie aérienne sans savoir comment ça fonctionnait. Donc forcément, les gens nous disaient non mais vous êtes ridicule, votre projet est bien, mais bon vous n'êtes pas apte à le lancer. Puis on continue à chercher, etc. Entre-temps, j'avais créé un petit donc retour aux sources du geek. J'avais créé un petit site web où en fait on pouvait voir donc Widget. On avait trouvé le nom à l'époque déjà. J'avais acheté le nom de domaine à $200 à un gars qui revendait le nom de domaine. Widget, et on pouvait acheter un vol à 2000 € l'heure sur le site internet. Sauf qu'on n'avait pas de boîte à l'époque, on n'avait pas d'avion, on n'avait pas de pilote, on n'avait rien. Et les premières choses qu'on a eues suite à la mise en place de ce site web, et qui était super bien référencé, à ma grande surprise parce qu'il y avait peu de sites web sur le jet privé, les premiers mails qu'on a eus, c'était des pilotes qui voulaient être recrutés, qui ne savaient même pas que ça n'existait pas, qui ne s'étaient même pas pris la peine de regarder. Du coup, je reçois quelques-uns, et dont un qui nous dit, voilà, j'ai vu que c'était un projet, donc qui était un peu plus intelligent que les autres. J'aimerais me lancer avec vous dans le projet, et j'aimerais démarrer, et puis vous aider à m'occuper de tout l'aspect opérationnel. Et donc là, c'est là où le quatrième, du coup on était 4 à l'époque, nous rejoint. Et donc pour l'histoire, c'est en plus un pilote de Mirage 2000, etc. Donc le gars un peu qui envoie du lourd, quoi. Et donc on démarre, on continue l'aventure à 4, on se dit, bon, au moins on va pouvoir aller voir les fonds d'investissement, et on aura au moins un gars qui sait qu'il y a des pédales dans l'avion, donc on pourra a priori se lancer. Et donc on continue à 4, etc. Et à un moment, ça doit être juillet 2008, donc à peu près un an après le début du projet, j'ai la deuxième personne qui avait fait Supélec, qui bossait régulièrement bossait dans ma petite chambre d'étudiant, ne vient pas. Un matin, il ne vient pas, etc. Donc j'attends midi, j'appelle à midi, je le rappelle, et puis il me dit ah bah non, en fait, je suis chez mes parents à Saint-Tropez, là. Je fais ah ok. Bon, bah, tu rentres quand? Je rentre dans 3 semaines. Je fais, ah bon, ok. J'aurais aimé le savoir. Donc, on laisse. Donc, moi, je continue à travailler avec Alexandre. On travaille beaucoup par mail, etc. Et puis, le gars revient fin juillet. Et puis, on se remet à travailler. Tout se passe bien. Et puis, début août, il me refait la même chose. Il me dit ah bah non, mais là, je crois que c'était toujours à Saint-Tropez. Parce qu'il avait la chance d'avoir des parents qui avaient une maison à Saint-Tropez. Et ce qui n'était pas mon cas. Et donc, je lui dis bon, bah, ok, mais tu reviens quand? Je reviens début septembre. Je dis, ah bon, bah, ok, d'accord. Donc, on continue comme ça. Et début septembre, on le voit. Et puis, on lui demande si vraiment il a envie de continuer. Puis, il nous dit ouais, j'ai trop envie. Donc, on lui met une deadline. On lui dit bah, pendant une semaine, tu bosses à fond sur ça. Et puis, voilà. Puis, on le revoit au bout d'une semaine, il n'avait rien fait. Donc, finalement, on lui a proposé de quitter l'aventure. Et il a quitté l'aventure. Donc, on s'est retrouvés à 3, en fait. Donc, avec Alexandre, Jean-François, qui était le pilote, et puis moi. Et puis, donc, toujours cette idée de créer la compagnie aérienne de jet privé. Donc, nous voilà partis maintenant avec une équipe un peu plus solide, parce qu'on avait enfin un pilote qui pouvait nous aider sur l'aspect opérationnel. Et finalement, on se dit, bah, pourquoi pas aller chercher des investisseurs qui seraient potentiellement clients. Ce sera plus facile de parler à des gens qui sont clients plutôt qu'à des fonds d'investissement qui ne comprennent pas forcément le service. Et donc, c'est là où on rencontre des premières personnes qui sont un peu plus aptes à nous dire, bon, pourquoi pas? Le service, moi, me parle. Moi, j'ai cette idée de service de jet privé un peu pratique, pas cher, ça me parle et je pourrais être utilisateur. Donc, on rencontre des gens. Et en parallèle, en mars 2009, on a un gars qui envoie un mail et qui dit voilà, j'aimerais avoir un devis pour une vingtaine de vols, donc de fin juillet à fin août. Donc c'était Ibiza, Saint-Tropez, l'Italie, etc. etc. Alors, je ne sais pas si vous imaginez ce que c'est, mais en fait c'était pour un DJ. Donc il faisait tout le tour du pourtour méditerranéen pour faire ces dates. Et en fait, le gars avait envoyé avec un mail un peu spécial, et donc un nom de domaine bizarre que je ne connaissais pas. Et j'étais allé voir en fait le propriétaire du nom de domaine sur les Wiz, et je me suis rendu compte que c'était le manager de Laurent Wolf. Donc, je me dis, bien, un gros poisson.
Donc je lui envoie une réponse et je lui envoie un devis dégueulasse en PDF sans numéro de SIRET de la société parce que la société n'existe pas à l'époque. Et donc je lui envoie le devis et le gars, dans les 2 jours, il m'envoie un mail bon pour accord. Et là, donc on était en mars 2009 et là je me dis merde. Parce que donc je sais pas si vous imaginez, alors j'avais déménagé, j'étais plus dans ma petite chambre d'étudiant, mais j'étais dans un appart qui était pas bien plus grand. On n'avait pas d'avion, on avait un pilote, il en fallait 2. On n'avait pas de fonds, on n'avait pas de société. Et je venais de vendre pour 60 000 € de vol en jet privé pour juillet, sachant qu'on n'avait rien. Donc du coup, on se dit, bon, bah, ça va un peu nous motiver et puis on va avancer. Et en parallèle, en plus, un autre problème que j'avais, c'est que moi, j'avais pour financer mes études à HEC, parce que j'avais pas de maison à Saint-Tropez, donc j'étais obligé de faire un prêt. Du coup, j'avais fait un prêt de 58 000 €, que je rembourse encore aujourd'hui d'ailleurs. Parce que je m'étais dit, bon, j'avais besoin de 20 000 € globalement. L'année HEC, c'était 14 000 €, c'est plus cher encore maintenant, mais c'était quand même assez cher. Je m'étais dit, bon, il me faut 20 000 €, mais pourquoi pas emprunter plus ? Le taux d'emprunt est tellement faible qu'au pire, je placerai l'argent et au mieux, ça me servira à monter une boîte derrière. Et donc, du coup, j'étais toujours en train de rembourser mon prêt, sauf que j'arrivais à la fin de mon prêt. D'autant plus que pendant 2 ans, je crois que j'ai flambé tout ce que j'avais. Clairement, je suis énormément sorti, etc., etc. Et je me suis retrouvé en janvier-février avec un prêt de 50 000 € sur le dos et plus d'argent. Vraiment plus d'argent, enfin j'étais à découvert. Et surtout pas d'entrée d'argent, quoi. Et donc du coup, en mars 2009, la banque commence à m'appeler en me disant, bon, bah, vous en êtes où de votre projet, parce que j'avais un peu expliqué le projet. Vous en êtes où ? Et je disais, vous inquiétez pas, on va lever des fonds là demain, etc. Je pense que ça faisait 6 mois que je leur disais qu'on levait des fonds le lendemain. Et en parallèle, on a en plus donc le fameux pilote Jean-François, pilote de Mirage. Il a beau être pilote de Mirage, c'est qu'à un moment, il a besoin aussi d'un revenu. Et puis en plus, le propre des pilotes, c'est d'être divorcé 5 fois, donc d'avoir 5 pensions à donner à 5 familles différentes dans 5 pays différents. J'exagère, non, il n'en avait qu'un. Mais c'est un peu vrai quand même. Et du coup, il me dit, bah voilà, moi j'ai ma pension payée, plus j'ai mon revenu, plus il a un enfant, etc. Donc je peux pas tenir comme ça indéfiniment. Et donc finalement, du coup, j'ai dit, bon, enfin, je tenais vraiment à ce qui reste. Et donc du coup, je lui ai fait un chèque de 1 000 €, sachant très bien que j'étais déjà découvert, qu'il encaisse le lendemain. Forcément, le lendemain, j'ai la banque qui m'appelle en me disant, bon, bah, vous êtes gentil, mais là, vous êtes à moins 2 000 €, peut-être moins 3 000. Où est-ce que ça en est ? Je dis, vous inquiétez pas, on est en train de lever des fonds, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de problème. Et donc, on continue. Un mois après, il revient et dit, écoute, t'es gentil avec tes 1 000 €, mais c'est à peine la pension de ma femme, ce qui était vrai. Ça me paye rien, donc il faut que... Voilà. Donc, je lui refais un chèque de 1 000 €. Là, j'étais à moins 6 000 €. Et donc, la banque, quand même... je crois qu'elle m'appelait tous les 3 jours, la banquière. Et d'ailleurs, elle a changé depuis, elle n'en peut plus. J'ai plus la même banquière. Et du coup, bon, j'étais obligé. J'avais soit, du coup, il fallait que je trouve un job, parce que j'aurais trouvé un job, j'aurais pu, avec l'expérience que ça m'avait donné, etc., les contacts, j'aurais pu trouver un job. Soit il fallait vraiment qu'on monte le projet. Donc j'avais ces 2 choix-là. Je me suis posé, je me dis, bon, on est trop proche là. On a vendu pour 60 000 € à un DJ alors qu'on n'a rien. Alors, parce que pour la petite histoire, après, il a voulu me rencontrer en me disant, bah, ce serait bien qu'on se rencontre pour gérer toute la logistique, etc. Il me dit, est-ce que je peux venir dans vos bureaux ? Donc j'ai dû prétexter en fait un déménagement de bureau et puis on s'est vu dans un bar un peu sympa, c'était tout aussi bien. Et voilà, donc j'avais ce client-là, j'avais Jean-François qui nous avait fait confiance pendant 8 mois sans être payé. Il y avait Alexandre qui poussait à fond. On était tous les 3 finalement hyper motivés. On se dit, bon, bah, on y va. Et finalement, on rencontre un gars passionné d'aéronautique, pour le coup hyper geek. Il avait tout modélisé la bourse informatiquement, etc. Et qui nous dit, bah voilà, moi ça m'intéresse. J'aimerais bien mettre 20 000 € dans votre projet. Bon, entre 20 000 € et 1,5 million, il y avait du boulot, mais au moins c'était le premier gars qui vraiment actait le fait de mettre 20 000 €. Donc il me dit, venez me voir, et puis on va voir ce qu'on peut faire, etc., comment on peut faire le montage. Donc je vais le voir, dans ses super bureaux à Bourse, etc. Et il me dit, bon, finalement j'ai bien réfléchi, j'aimerais bien peut-être mettre 48 000 €. J'ai dit, ok, trop bien, etc. Donc il me pose plein de questions, il me dit, bah, revenez demain, quand vous aurez les réponses, je verrai, on fait les papiers. Le lendemain, je reviens, il me dit, écoutez, j'ai bien réfléchi, votre projet, il m'intéresse vraiment, je pourrais mettre 100 000 €.
Je fais, bah, très bien. Je fais, bah, peut-être que je peux venir demain, non, encore. Et en l'occurrence, il me pose plein de questions auxquelles je ne savais pas du tout répondre. Il me parle de pack d'actionnaires, il me parle de ce truc. Ah oui, parce que donc on avait eu un conseil qui nous avait donné un pack d'actionnaires. Donc le pack d'actionnaires, c'est ce qui permet de gérer les liens entre tous les actionnaires. C'est un pavé comme ça qui me l'avait donné. Je lui avais donné. Je ne l'avais pas lu du tout. J'étais incapable de le lire. Et il commence à me poser des questions sur le pack d'actionnaires. Et j'étais incapable de répondre. Et le mec, pas dupe, il comprend bien que je ne suis pas capable de répondre. Donc il me dit, bah, revenez demain avec les réponses que j'ai sur le pack d'actionnaires. Puis on verra ce qu'on fait. Et je reviens le lendemain. J'avais entre-temps pris des contacts auprès d'avocats, etc. Je reviens le lendemain avec toutes les réponses aux questions. Et il me dit, écoutez, j'ai bien regardé, j'ai regardé mes comptes. Bon, il a 100 millions d'euros. Hein, mais il me dit, je peux mettre 400 000 euros. Je fais, ah ouais, ok. Et donc finalement, ça a été notre premier investisseur qui a mis ces 400 000 euros. Et il fallait, parce que je vous rappelle que 2 mois après, on avait donc ces premiers vols. Et puis en fait, l'arrivée de ces 400 000 euros nous a aidé après à lever, donc aussi avec tous les contacts d'Alexandre, etc., à lever d'autres fonds. Et on a levé donc en juin, au 15 juin 2009, 1,5 million à peu près. Et donc c'est ce qui nous permettait de démarrer du coup pour avoir un avion, etc. Donc là on se dit c'est bon, on a 1,5 million, on va pouvoir lancer le projet, on va aller voir une banque, puis on va acheter un avion. Ça paraît facile, ça paraît logique. Donc on va voir une banque et évidemment, c'était pas évident pour vous, mais ça l'était pas pour moi en tout cas à l'époque. Toutes les banques nous disent non. Non parce qu'il faut un minimum de chiffre d'affaires, non parce que vous êtes trop jeune, non parce que la boîte elle existe à peine, non parce que ceci, cela. Et on a un de nos actionnaires, par chance, qui nous dit bah, écoutez, moi ça m'intéresse, je veux acheter un avion, je vous le mets en gestion et comme ça vous allez pouvoir lancer vos opérations comme ça. Et donc c'est ce qu'il fait, donc on deal quelque chose avec lui. Et puis fin juin, il arrive et fait bah, écoutez, ça me va très bien, on se revoit en septembre et on achète l'avion. Je fais ah bah non, parce que là, fin juillet, on a un client, donc ça va être un peu short quoi. Il me dit ah, ok, bah, écoutez, je vais voir. Il parle à son directeur financier et finalement il nous fait un pouvoir d'achat d'un avion à 2 700 000 $. Donc j'avais un pouvoir pour acheter cet avion à 2,7 millions. Alors pour rappel, j'étais à moins 7 000 euros sur mon compte et j'achetais un avion à 2 700 000 $. Enfin, entre-temps, j'avais remboursé mon découvert parce qu'on avait levé les fonds. Et donc du coup, on fait ça et l'avion arrive le 15 juillet à Paris et on se dit, bah, une fois qu'on a acheté un avion, c'est un peu comme une voiture, on prend la carte grise, tac, on met les clés dedans et on s'envole. C'est beaucoup plus compliqué que ça, il faut au moins 2-3 mois. Mais ça, c'est des choses qu'on ne savait pas du tout. Et donc du coup, j'appelle les gens pour faire tous les papiers. Les mecs nous disent, alors c'est l'administration française, nous disent ah mais non mais juillet, attendez, on se voit en septembre. Je fais non, nous on a un truc fin juillet, on peut pas. Finalement ça se fait assez vite. Le seul point c'est que le premier vol était le 27 juillet. Et je vois clairement que le 25 juillet, il allait nous manquer 3-4 jours. Et 25 juillet après-midi, le manager de Laurent Wolf m'appelle et me dit écoute Corentin, j'ai un problème. On a les premières dates à Aix-en-Provence et à Calvi. Et c'est le même propriétaire. Et le propriétaire de la boîte, il a été mis en prison pour fraude fiscale. Et donc, les boîtes sont fermées. Et donc, les 3 premiers vols, jusqu'au 2-3 août, sont annulés. Là, je fais « Ah, mais du coup, il y a des frais d'annulation, etc. » Alors, pour l'histoire, en fait, on lui a vraiment facturé les frais d'annulation, mais on lui a fait un avoir derrière. C'est un pote maintenant, le gars. Donc, il sait que je parle de lui quand on... Maintenant, il le sait. Et donc, finalement, donc, les dates sont annulées. L'avion est prêt, je ne sais plus, le 1er août, je ne sais plus exactement. Et on fait le premier vol le 3 août. Et on lance comme ça la compagnie avec les 2 premiers pilotes. Entre-temps, on avait recruté un pilote. Voilà. Et donc, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on a lancé Widget. Il y a une phrase qu'on m'a apprise après. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Et c'est un peu ça, c'est qu'à chaque fois, on s'imagine que c'est facile, que c'est ce truc. Et finalement, du coup, on n'avait pas cette barrière-là de penser que tout n'était pas possible, enfin, tout était impossible. Voilà, donc depuis, maintenant, on a 5-6 avions. 5 avions, on est en train d'acheter le 6e. C'est un peu moins chaotique maintenant quand on achète un avion. On est un peu plus au courant de la manière dont ça se passe. On a une croissance qui est forte, parce qu'entre 30 et 40% par an. On est 25 dans la société. Et aujourd'hui, en fait, fort de toute cette expérience de l'aviation d'affaires, on est en train de créer une plateforme de vente de jets privés en ligne, parce qu'aujourd'hui, il n'y a aucun moyen d'acheter un vol en jet privé en ligne, vraiment de A à Z. Et on est en train de développer ça. Donc, on a créé une filiale, une spin-off de Widget.
donc une autre société dans laquelle d'ailleurs on recrute des développeurs. Donc si vous êtes intéressé, je vous donnerai mon mail. C'est OpenJet, c'est ça? C'est ça, voilà. Ça tombe bien, ils viennent la semaine prochaine. Ah donc, bah voilà. Du coup, ils vous en ce parleront. sera un bon enchaînement sur le sujet de Quentin. Et ils vous en parleront. Donc voilà, du coup, en fait, un projet amène plein d'autres projets. Voilà, donc voilà un peu l'histoire. Je ne sais pas si vous avez des questions. Là, justement, il nous reste 20 minutes à peu près, Ouais. donc je pensais que ce serait peut-être un bon moment pour ouvrir le débat. Merci, Co, déjà. Ouais. Bonjour, j'ai pas très bien compris là. Déjà merci d'être venu pour parler et tout, c'était super intéressant. J'ai pas vraiment compris la différence entre OpenJet et Widget, enfin ce que vous avez parlé juste à toute la fin. À la fin, ouais. Donc Widget, c'est une compagnie aérienne qui exploite des avions, et l'idée d'OpenJet, c'est de créer une plateforme qui sera enfin en fait un back-office de compagnie aérienne, l'équivalent d'Amadeus en fait, mais pour les compagnies aériennes de jet privé. Intégrer cette plateforme dans plein de compagnies aériennes et du coup avoir derrière un inventaire de tous les avions disponibles, de tous les prix des compagnies aériennes, et créer ensuite une plateforme de réservation. Faire une sorte d'Expedia mais pour le jet privé. Et Widget, c'est la compagnie aérienne qui exploite ses avions avec ses propres pilotes à un tarif fixe. Du coup j'ai une autre question peut-être. Vas-y, ouais. C'est pas, je sais pas si vous pouvez trop en parler ou pas, mais au niveau de vos clients, ça se situe comment? C'est quoi la proportion de personnes qui viennent? Vous avez parlé de DJ, vous avez parlé peut-être d'hommes d'affaires. C'est quoi? Vous avez des gens qui sont plus intéressés par vos services, ou comment ça se passe? Les gens qui viennent, ils sont intéressés par nos services, ouais, en général, ça c'est clair. Et en fait, on a beaucoup, enfin, à peu près 80% de notre clientèle, c'est la clientèle business, donc c'est des PDG d'entreprises ou cadres de grosses sociétés qui font des allers-retours journée très rapides. Donc un gars qui veut faire 2 réunions dans la même journée, en fait, on fait des vols sur toute l'Europe, qui veut faire un Paris, Genève, Marseille, Paris. En Air France, il y a pas de, ou en avion de ligne classique, il n'y a pas de possibilité. Donc c'est vraiment l'idée de faire pouvoir aller rapidement d'un point A à un point B. Et après, on a effectivement 15-20% de gens un peu showbiz classiques, qu'on imagine, des acteurs, des chanteurs, des hommes politiques, etc. Mais c'est surtout du business. Enfin, on vend vraiment, et c'est ce qui fait l'idée de le rendre le service abordable, c'est qu'on vend vraiment un service de déplacement rapide d'un point A à un point B, et pas le côté hyper bling bling du jet privé qu'on pourrait penser. Voilà. D'ailleurs, tu n'as pas mentionné cojetage. Cojetage, ouais, effectivement. On a, au-delà de donc, la plateforme OpenJet, on a créé une plateforme qui s'appelle Cojetage. Je ne sais pas si vous avez déjà rencontré Adrien Toiti ou pas. Je ne sais pas si tu es client de Cojetage, c'est ça? Ah, tu n'es pas encore client, donc très bien. Donc Cojetage, en fait, ça part d'une blague d'un gars qui s'appelle Adrien Toiti, qui développe pas mal d'outils, et qui avait fait une blague parce qu'à l'époque, Michel Alliot-Marie avait partagé un jet privé avec Ben Ali. Et donc, il avait copié-collé la page de covoiturage.fr. Il avait créé cojetage.fr. C'est juste une page avec rien derrière, juste une petite blague dessus. Et ça a fait un buzz énorme, et on s'est dit, mais pourquoi pas utiliser finalement tout le trafic qu'on a sur ce site web-là pour le monétiser et créer un site où on vend vraiment nos vols à vide. C'est-à-dire que quand un client aujourd'hui veut faire un Paris-Genève et qu'ensuite l'avion doit aller à Marseille, par exemple, le Genève-Marseille, il est vide. Et c'est un peu dommage de ne pas le vendre et de ne pas en faire profiter des clients. Et donc du coup, on a utilisé cette plateforme-là et ce site web-là pour créer à la fois un site web et une application. Si vous avez un iPhone ou un Android, vous pouvez télécharger Cojetage, sur lequel on vend nos sièges de jet privé au vol à 250 € par vol. Donc c'est quasiment le prix d'un vol Air France, un vol régulier, et c'est même parfois le prix d'un TGV, ou un peu plus cher, à peine plus cher, mais vous volez en jet privé à ce moment-là sur ces vols-là. Donc je vous invite à télécharger l'application. C'est la petite minute de pub. Ouais, donc j'avais 2 petites questions. C'est la première, déjà par rapport au pacte d'actionnaires. J'imagine pendant la période où vous avez dû chercher des fonds, vous avez dû gérer toutes les parties administratives dans ce genre-là. Ça a été quoi le plus difficile à mettre en place à ce niveau-là? Parce que est-ce que ça se fait automatiquement? C'est-à-dire, par exemple, il va y avoir, comme vous avez dit au début, l'investisseur, le premier qui est arrivé, il a d'abord proposé 20 000 €, puis 40, puis jusqu'à 400.
c'est quand même des sommes qui n'ont rien à voir, donc c'est un petit peu difficile peut-être de gérer tout ça, avoir d'un côté une banque qui investit 1,5 million et puis un particulier qui investit 50 000, ça doit être très différent à gérer. Ouais, en fait, tu l'apprends pas vraiment. Alors, tout ce qui est pacte d'actionnaire, tout ça, je n'y connaissais pas du tout. Alors, je sais, on apprend un petit peu, mais c'est pas en une année où tu fais 1000 projets que tu as le temps d'apprendre. Donc, en fait, tu as un investisseur qui va nous aider, qui va apporter. Tu vois, par exemple, grâce à cet investisseur-là, j'ai lu pour la première fois de ma vie le pacte d'actionnaire. Enfin, c'était un peu. Sinon, j'aurais peut-être pas lu à l'époque. Et je pense qu'il l'avait très bien senti et il l'a pris comme ça, comme tel. Donc, forcément, tu es aidé, tu as des gens, des contacts. Alexandre avait aussi une expérience dans ça. Donc, il y a. Ça vient au fur et à mesure en fait. Quand je disais que je savais pas ce que c'était 2 millions, clairement aujourd'hui c'est plus pareil, mais je savais pas comment gérer 2 millions à l'époque. C'est clair. Et ça vient au fur et à mesure. Tu te prends des contacts. En fait aujourd'hui on a 130 investisseurs privés et chaque investisseur nous apporte des nouvelles choses. On a des avocats pour ça. On a des je sais pas si j'ai répondu à ta question, mais oui, à peu près. Et sinon la deuxième question c'était par rapport au service. Est-ce que ça, parce que vous disiez au début, ça a amené un petit peu les sites internet n'étaient pas vraiment clairs au niveau de la démarche. Est-ce que ça apportait vraiment une nouvelle tranche de clients, le fait de pouvoir réduire les coûts avec ces nouvelles gammes d'avions En fait, c'était vraiment l'idée à la base quand on a lancé le projet, et c'est ce qu'on présentait à tous les investisseurs, et c'est ce qui nous a permis de lever 2 millions d'euros, c'était de dire finalement tous les gens qui sont sur de la business class et qui payent peut-être 600-700 euros le siège, accepteront de payer 1000 euros, parce que quand on facture à 2400 euros l'heure, donc quand on divise par 4 personnes, c'est juste des avions de 4 personnes, des directeurs de 4 personnes, ça revient à 600 euros l'heure par personne, donc un aller-retour à 1200 euros si c'est une heure de vol. Donc on se dit finalement des gens qui payent 600-700 euros vont accepter de payer 1200 euros mais pour un service beaucoup plus rapide, plus flexible, ils partent du Bourget, non pas de Charles de Gaulle, c'est tout. Donc effectivement c'était le projet initial, et en fait on a lancé la société, c'était en 2009 en pleine crise, et donc du coup ça a été réduction de tous les coûts. Donc on a perdu tous ces clients-là potentiels qui passaient de la business peut-être à l'éco ou premium éco, et par contre on avait tous les gens qui volaient sur des avions 6-8 places, parce que la plupart des compagnies au Bourget sont des compagnies qui ont des avions 6-8 places et qui du coup sont passés sur des avions plus petits. Parce que quand tu voles en jet privé une fois, c'est très dur de repasser sur de l'avion de ligne quand tu as les moyens en tout cas. Et donc du coup, on a surtout récupéré cette clientèle-là qui passait de plus gros à plus petit, qui rationalisait en fait leur vol. D'accord. Voilà. Je sais pas s'il y a des... Là-bas. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être venu, c'était vraiment très, très drôle et très intéressant. C'est une histoire vraie, hein, c'est pas... Je voulais savoir déjà comment vous avez fait pour valoriser votre entreprise, sachant qu'elle n'existait pas vraiment lorsque vous avez eu les premiers le premier actionnaire. Putain, je me suis dit, je vais avoir des questions de geek et tout ça, parce que je fais ça aussi devant HEC et ils me posent les mêmes questions. En fait, tu la valorises sur le potentiel. En fait, ce que veut un investisseur quand il cherche, quand un investisseur investit dans une société, il dit je veux mettre 1 dans ta société, et je veux, Xavier Niel investit dans plein de sociétés par exemple, son rôle c'est de dire je veux mettre 1 dans une société et je veux pouvoir récupérer x4, x5, x10 en fonction du type de société d'ici 5 ans. Et c'est comme ça que tu la valorises en fait. Tu dis potentiellement d'ici 5 ans, ta boîte elle va valoir, parce qu'effectivement on valorise que du papier, on était une équipe de 4 personnes, enfin on valorise une équipe, une idée et du papier clairement. Donc on estimait que d'ici 4-5 ans la société allait valoir, on l'a valorisé 4 millions d'euros en création, on estimait qu'elle allait valoir 4-5 fois cette valeur là, voilà. C'est comme ça. Et puis il y a aussi après la notion de combien tu acceptes de vendre de ton capital. Donc on levait 2 millions, on voulait pas tout vendre, on voulait pas se retrouver avec 5% dès le début, parce qu'on savait qu'on allait faire d'autres levées de fonds, donc il y a ces deux notions là. Puis après c'est l'offre et la demande, c'est à dire que si un investisseur accepte de ce prix là, tant mieux, s'il n'y en a pas, tu es obligé de baisser, voilà. Et je voulais savoir, parce que c'est assez dingue l'audace dont vous avez fait preuve. Je suis pas tout seul. Hein. Mais à quel moment, est-ce qu'il y a un moment où vous vous êtes dit waouh, je vais peut-être un peu trop loin, j'ai pas d'avion, j'ai rien, et là j'ai un contrat fin juillet, je vais faire comment, vous avez eu énormément de chance en fait. Ouais, alors c'est ce que j'avais fait une fois, et un mec qui m'a dit mais t'as une copine si tu voulais être cocu, et en fait.
Non, en fait, ouais, alors ça peut paraître de la chance, mais tu vois, par exemple, typiquement, si je reprends l'histoire d'HEC où je suis pris sur liste d'attente, j'aurais pu très bien faire le choix de ne pas aller à HEC, par exemple, et de dire j'avais un poste à 50 000 euros, 55. Finalement, c'est le plus simple et je pars là-bas, ils me payent mon déménagement, j'ai rien à payer et je prends pas de risque. Donc, il y a un moment où la chance, tu la provoques aussi, quoi, ça vient pas comme ça. Typiquement, l'histoire de l'actionnaire qui achète l'avion juste un mois avant le truc, c'est un gars qu'on avait rencontré 6 mois avant, avec lequel on avait gardé contact, etc. Donc, à chaque fois, effectivement, c'est pas que la chance. Et après, tout est mesuré, c'est-à-dire que effectivement, j'ai fini à moins 7 000 euros sur mon compte. Je savais qu'éventuellement, si vraiment il y avait un problème, j'aurais pu demander à mes parents, mais c'était un truc sur lequel je m'interdisais un petit peu. Et puis, ou à mes frères ou autres. Et au pire, je savais que j'avais un poste potentiellement chez Amadeus ou similaire où je gagnais. En fait, en 4 mois, je remboursais mon découvert, je faisais un prêt, je remboursais mon découvert. Enfin, c'était pas. Donc finalement, le risque n'est pas si énorme. Et pour répondre précisément à ta question sur l'histoire des vols, au pire du pire, si on n'avait pas eu d'avion à l'époque, on aurait loué un avion ailleurs. On aurait peut-être perdu de l'argent, mais on est en train de lever, donc ça allait. Au pire, tu vois, on aurait pu répondre à la demande et puis démarrer comme ça. Après, tu as toujours, effectivement, il y a un moment où on prend un peu de risques, mais c'est toujours des risques un peu mesurés. Et puis, je me suis jamais senti, même acheter un avion de 2 millions de dollars, je vais être, il y a une caméra, c'est toujours emmerdant, mais c'est pas mon argent, par exemple. C'est l'argent des investisseurs, donc du coup alors l'idée c'est qu'on espère tous, et on est en train de le faire en sorte qu'ils retrouveront leur argent, qu'ils gagneront, etc. Mais déjà c'est pas ton argent, donc voilà. Donc les risques sont pas si énormes que ça finalement dans mon aventure. Quand tu regardes à chaque étape, j'ai pris des risques, mais pas forcément personnellement, et à chaque fois mesuré. J'estime. Ok, merci. Il y a une question là-bas. Oui, une question par rapport à la flotte d'avions, parce que tu parlais d'avions 6-8 places, des avions plus petits et de VLJ au début. Donc, c'est de quoi est composée ta flotte d'avions? Il y a des pros de l'aviation, des pros du business. Nous, on n'a que des citations Mustang. Je ne sais pas si tu vois ce que c'est. C'est Cessna qui est le constructeur qui fait aussi les petits avions hélices, mais qui fait aussi des jets privés. Et c'est le leader de l'aviation d'affaires. Ils ont dû avoir 9000 avions à peu près jets en vol actuellement dans le monde. Et ils ont créé une gamme qui s'appelle Citation avec ça part je crois, du 15 places au plus petit au 4 places. Et donc nous, c'est des petits biréacteurs, donc des jets privés, 4 places avec 2 pilotes qui peuvent être pilotés à un seul pilote, mais quand on est compagnie aérienne, on a forcément 2 pilotes qui font 4 tonnes pour être précis. Et qui volent à 630 km/h et jusqu'à 2000 km/h. Donc voilà. Et donc on a une flotte monotype en fait, et c'est un peu la particularité du modèle, c'est que le fait d'avoir une flotte monotype, un peu comme Ryanair, EasyJet, on a des économies d'échelle qui sont très très importantes, parce que du coup tous les pilotes volent sur tous les avions, la maintenance, on arrive à négocier des tarifs de maintenance importants, et puis on évite aussi des vols à vide, c'est-à-dire que si tu as un Paris-Marseille et que tu as un client qui est à Marseille et qui veut le même avion, de toute façon on en a qu'un type, à ce moment-là, on n'a pas à ramener un autre avion de Paris ou autre. Donc, ce qui fait la particularité du modèle et qui fait qu'on a des tarifs assez bas. On va faire à droite, parce que comme vous étiez un peu bavard à gauche. Bonjour, c'était pour savoir tous les avions qui ne sont pas utilisés en fait quand il n'y a pas de réservation. Ouais. C'est-à-dire que les avions ils retournent tout le temps sur Paris, ou il y a des points de gravité partout dans la France pour... En fait, si tu parles des vols à vide là, dont je parlais tout à l'heure, ouais, c'est ça. non, tu parles de nos avions Ouais, ou... quand il n'y a pas de réservation sur un avion. Ah ouais, en fait, ça arrive pas qu'il n'y ait pas de réservation. Non, mais globalement, en fait, on a peu de cas. Maintenant, on n'a plus un jour où il n'y a pas de vol. C'est-à-dire, le 25 décembre, on a fait 6 ou 7 vols dans la journée. On n'a plus, aux grandes dames des pilotes, mais bon, c'est comme ça. On n'a plus un jour où on n'a pas de vol, et donc du coup, on sait en général quel vol sera le suivant pour un avion. C'est peut-être pas forcément le jour même ou le lendemain, c'est peut-être le surlendemain, mais du coup, on laisse l'avion au plus proche ou on l'amène pour le vol d'après. Donc les vols qu'on déclenche à vide, c'est pas... alors sauf aller ramener l'avion pour une maintenance ou des choses comme ça, mais on s'arrange pour éviter justement ce problème-là. Et le fait d'avoir 5 avions du même type, ça nous évite d'avoir des vols dans tous les sens. Donc ils ne reviennent pas systématiquement à Paris, non. Ouais, moi c'est une question plus sociale. Enfin, quand vous avez lancé quand vous
quand on commence à se lancer dans un projet comme ça, alors qu'on peut avoir un job plus classique, on va dire, c'est pas trop dur au niveau pression sociale des amis, la famille et tout ça qui vous influencerait à quitter le projet, quoi. Alors, enfin, moi déjà avant il y a un choix perso. Enfin, effectivement, la première barrière, si tu parles de barrière sociale ou psychologique, c'est plutôt le choix perso. Est-ce que tu vas te dire je vais gagner tout de suite 55 000 euros et être logé, etc. Ou est-ce que je me lance dans une aventure comme ça? Moi j'avais toujours eu un peu cette envie enfin c'est pour ça que j'ai raconté au début, où j'ai toujours voulu un peu créer mon propre truc, d'être mon propre patron. Donc déjà c'était un choix personnel. Le deuxième point, c'est la question du risque. C'est qu'au pire, si le truc ne marchait pas, je m'éclatais pendant 1 an, 6 mois, 3 mois, 2 ans. Et au pire, je trouvais un job sans problème derrière. Donc du coup, moi, personnellement, j'y voyais pas de risque. Et après, les amis, alors j'ai eu la chance de passer par HEC Entrepreneur. Du coup, tu es entouré quand même d'amis entrepreneurs qui, du coup, valorisent ce truc-là. Même si tous n'ont pas créé leur boîte. Enfin, et d'ailleurs, il y en a plus qui n'ont pas créé que de gens qui ont créé. Et après, les parents... Bon, j'avais jamais dit à mes parents que j'étais à moins 7 000 euros sur mon compte, parce que clairement je pense que peut-être qu'ils m'auraient aidé, mais c'était pas forcément l'idée. Mais après j'ai toujours été plus ou moins soutenu, et d'ailleurs ils ont investi, ils ont mis 10 000 euros dans la boîte, donc c'est aussi ils ont aussi soutenu. Mais j'ai jamais non. Alors ce qui m'a gêné au bout d'un moment, effectivement, c'était dans les trois derniers mois là où j'étais vraiment à découvert, et du coup t'as tous tes potes qui sortent et qui viennent de choper un super job, voilà, et qui vont des grosses soirées, et toi tu peux pas vraiment le faire. Bien que honnêtement je me retenais pas trop, et donc c'est le seul moment où c'est un peu dur. Mais après une fois qu'on avait levé des fonds, je me payais, et être entrepreneur, ça veut pas dire manger des pâtes tout le temps. Enfin, j'ai eu une période comme ça, mais c'est la période où j'étais finalement étudiant, donc ça a pas été trop dur. Donc non, j'étais globalement plutôt soutenu. Et puis c'est vrai qu'après le projet est sexy, donc ça fait marrer les gens, donc quand on parle, c'est voilà. Mais même pour n'importe quelle autre boîte, je pense que globalement j'étais plutôt soutenu. On est quand même bien vu en entrepreneur en France, par les autres en tout cas. Ah, derrière. Je sais pas quelle heure il est. Dernière. Moi j'ai une question par rapport à la relation avec les aéroports, surtout, parce que quand on est une grosse compagnie Air France et tout, on a peut-être on a de l'argent, etc. On est pris au sérieux, mais quand on est une petite boîte comme vous, on va avoir un aéroport qui gère des dizaines de compagnies différentes. Comment ça se passe, sachant qu'il faut... je sais pas comment c'est géré exactement ça dans le fond, mais il faut quand même avoir des relations avec chaque aéroport de chaque destination. En fait, c'est pas du tout un problème. Parce qu'en fait, tu peux aller sur n'importe quel aéroport quand tu veux, où tu veux, et au moment que tu veux. Enfin, sauf quand il est fermé, mais... En fait, à part quelques aéroports, on n'a pas besoin d'un tampon particulier ou quoi que ce soit. Tu peux y aller, et voilà, sachant qu'on va surtout sur des petits aéroports, essentiellement. Et après, il y a quelques aéroports, par exemple, qui sont Genève, Charles de Gaulle, Orly, où il faut avoir des créneaux en fait, sur lesquels tu peux atterrir ou pas. Et il suffit juste de demander un créneau, tu payes le créneau, et voilà. Donc il n'y a pas de problématique en fait, d'autorisation. La grosse problématique qu'il y a, c'est la création de la société, et puis maintenir ça s'appelle le certificat transporteur aérien, qui nous donne le droit de vendre des vols. Ça, c'est la partie compliquée. Mais sinon, après, sur les aéroports, il n'y a pas de problématique. Puis pour en revenir à Air France, en fait, on a signé on est partenaire exclusif d'Air France de jet privé. Donc du coup, on est au même titre qu'Air France, considéré auprès des aéroports. Enfin non, j'exagère un peu, mais du coup, ça aide aussi. Mais sinon, il n'y a pas cette problématique-là. Et les avions, ils sont stockés dans les aéroports ou Ouais, enfin, sur des parkings. Mais tu vois, par exemple, la plupart des aéroports, c'est gratuit le parking. Où c'est quasiment gratuit, où c'est 3 fois rien. Et au Bourget, en hiver, on en met un dans le hangar pour éviter de devoir le dégivrer, etc. Mais sinon, c'est sur le parking. Puis l'idée, c'est de les laisser le moins possible sur le parking, qu'ils volent le plus possible. Donc voilà. Ouais. Bon, il va falloir qu'on l'arrête là. Merci beaucoup, Ko. Merci à toi. Je voulais mentionner 3 sujets, dont 2 te concernent un petit peu. Le sujet du partenariat, pour ceux qui reviennent régulièrement à ces talks, si vous m'avez entendu parler de ça déjà, c'est une question que j'avais pour toi juste avant qu'on finisse. On vient de finir, mais bon. Le partenariat, c'est un sujet, je le dis à chaque fois, je trouve, dont on ne parle pas assez, surtout quand vous êtes potentiels entrepreneurs qui avez envie de créer vos sociétés. J'en ai vu avec mon mari qui a plusieurs sociétés, on a vu un peu de tout. Forcément, Corentin est un très bon exemple de partenariat qui marche super bien depuis des années. Et peut-être que tu peux partager comment vous avez eu ce déclic. Qu'est-ce qui t'a fait dire j'ai envie de m'associer avec Alex
pourquoi est-ce que ça a marché? Ouais, c'est vrai que c'est super important d'être deux. Je vois mon amie est en train de faire des projets entrepreneuriaux, elle est toute seule et elle galère. Enfin, c'est clairement galère parce que c'est pas forcément sur son copain ou sa copine ou son mari sur lequel on peut s'appuyer sur l'aspect business, pas toujours. Et le fait d'être deux ou trois, enfin en tout cas deux au minimum, c'est super important. Enfin, il y a plein de moments où si on n'avait pas été deux, j'aurais arrêté l'aventure. Je sais plus à qui je répondais à une question. C'est quand on est à moins 7 000 € sur son compte et qu'on est tout seul, ça passe pas. Enfin, clairement, il y a un moment, on pète un câble et on dit bon bah je vais prendre le truc. Et en fait, là où ça a bien marché avec Alex, c'est qu'on avait déjà on était hyper complémentaires. Donc moi, je suis plutôt le geek, ingénieur, etc. J'ai quand même cet aspect un peu commercial, et lui à l'inverse c'est très commercial, a plein d'idées, etc., mais il a aussi un peu cet aspect geek. Mais du coup on est vraiment très très complémentaires, on se comprend très bien, on marche pas sur les plates-bandes de l'un ou de l'autre, c'est à dire que il connaît mes limites et je connais ses limites, il connaît ses forces, je connais mes forces, et ce qui fait que dans des moments où dans les moments où ça marche très bien, bah, ça explose parce qu'on est un duo qui explose et qui fait qu'on arrive à lever 2 millions, etc. Et puis dans les moments où ça marche pas, on se soutient l'un l'autre. Et ce qui est assez marrant, c'est que quand lui il est en bas, moi je suis en haut et inversement. Et donc on se soutient. Et ça c'est super important de trouver la bonne personne avec laquelle vous travaillerez ou travaillez. Et du coup aussi c'est ce qui fait que tous les matins quand je me lève, non seulement le projet me plaît, mais aussi l'équipe me plaît. Parce que aussi ça c'est un vrai luxe de pouvoir recruter sa propre équipe. C'est pas toujours facile, mais ça c'est un vrai luxe. Et donc moi clairement l'un des facteurs clés de réussite de Widget, c'est l'entente que j'ai eue avec Alexandre, la complémentarité et puis le soutien mutuel et la confiance. Enfin, il y a une question de confiance qui est juste dingue. Et si vous avez des projets, je sais pas, j'imagine que certains d'entre vous ont des projets, prenez vraiment ce temps-là de trouver votre numéro 2, enfin pas le numéro 2, mais votre complémentaire. Et parce que se planter, ça peut faire planter le projet. Et d'ailleurs, l'une des grosses raisons de plantage de projet, c'est souvent la mésentente entre les deux parties. Voilà. Donc, Ok, merci. Et sinon, pour ceux, est-ce que vous connaissez tous Creative Valley? Guillaume. Guillaume est Creative Valley. Je vais te laisser parler 2 secondes de Creative, parce que pour ceux qui connaissent, vous connaissez tous ou qui ne connaît pas Creative Valley? Ça va ? Ouais, nickel. Vous étiez pas là les faux précédentes alors? Bon, c'est pas grave. C'est un début d'année, mais on a des attentes pour les prochaines fois. Je suis arrivé en retard, donc il y a les premières et les deuxièmes années là? Ici, présent? J'ai pas posé la question cette fois-ci, c'est un mélange des deux. Ok, bah alors moi je représente Creative Valley. Alors nous on a un incubateur d'entreprise, une pépinière d'entreprise, et on aide en réalité les entrepreneurs à pouvoir développer leurs projets. On propose une communauté, des locaux, et en gros on vous permet de pouvoir trouver ce qui vous manque. Alors par exemple moi je viens de l'Epitech et j'ai créé aussi ma société, et on s'est retrouvé entre geeks à créer une boîte, et on s'est rendu compte très très vite qu'il nous manquait certaines choses. Le côté business, bien entendu. Après tout ce qui était les lois, tout ça, les contrats, tout ça, c'était très très compliqué. Donc on a besoin d'être entouré par des personnes qui peuvent nous aider à résoudre les problèmes de base. Aussi, on a la possibilité d'avoir des mentors qui nous permettent de ne pas faire les erreurs de base que tout le monde fait. Et donc à Creative Valley, on propose ce genre de choses, et vous êtes les bienvenus si vous voulez visiter ou pouvoir tester. Je pensais à ta question tout à l'heure, parce que la question que tu posais tout à l'heure, il y a donc Creative Valley qui travaille avec 42 directement. Bon, donc pour ceux d'entre vous qui pensaient à vous lancer dans l'entrepreneuriat, je travaille aussi avec Creative Valley, je suis mentor là-bas, donc on fait des sessions de mentor en groupe, et on suit aussi certains projets, en particulier, donc j'en suis 2 en particulier en ce moment. J'essaie de me concentrer surtout sur l'effort féminin, donc ce n'est rien contre vous tous hommes, mais je vois qu'il y a vraiment très peu de femmes encore dans cette salle. Donc sachez que Creative Valley a aussi cet environnement où on fait un mentoring pour tout le monde. Et la dernière chose que je voulais mentionner, c'est Twitter. Alors j'ai bien compris qu'apparemment vous n'utilisez pas beaucoup Twitter ici, ce qui est étonnant parce que je nage encore dans le monde de Twitter et je pensais que vous compreniez tous ce que c'était. En fait, on essaie de créer un forum de discussion. On travaille sur un blog, entre autres, et aussi sur une image un peu plus sympa pour
Isabelle's Power Speakers. Donc il y a un Twitter, il y a un compte Twitter, c'est @isa_speakers. Regardez, on fait les annonces des speakers qui viennent, vous pouvez échanger un peu là-dessus, et dès qu'on aura un blog qui sera opérationnel, on vous dira aussi, pour que ça devienne vraiment un forum pour vous, pour échanger aussi avec les speakers, pour que ça devienne un network pour vous. C'est vraiment ça l'idée. Donc la semaine prochaine, en fait, ça enchaîne naturellement bien, c'était même pas prévu comme ça et ça tombe vachement bien. Donc OpenJet la semaine prochaine. Et encore merci beaucoup à Corentin.